Entrons au XIVe siècle, place de l'Hôtel de Ville, ancienne place de Grève. À l'époque, cette place est plus petite et possède une grève, petite plage de sable et gravillon, commode pour décharger les marchandises venues de la Seine. Un port et un marché s'y sont développés, et même le centre de l'administration parisienne. Là, le prévôt des marchands, Étienne Marcel, en lutte avec le pouvoir royal, va se réunir avec les marchands de la ville. Mais avant d'en savoir plus, découvrons la plus ancienne maison de Paris. C'est au 51 rue de Montmorency qu'on trouve la plus vieille maison de Paris. La maison dite de Nicolas Flamel, construite en 1407. Nicolas est un bourgeois aisé du XIVe siècle. Un riche mariage et une carrière d'écrivain public et de copiste ont assuré sa fortune. Il va la consacrer à des fondations pieuses à la fin de sa vie. L'histoire de l'homme en quête de la pierre philosophale capable de transformer le plomb en or, c'est un mythe. Nicolas Flamel n'était pas plus alchimiste que vous et moi. Il n'a même jamais habité ici. Seulement homme pieux et très riche, il n'a pas hésité à abriter ici, généreusement, des paysans venus labourer les terres aux alentours de Paris. De toute façon, il suffit de le lire sur la façade. Tout est écrit en belles lettres gothiques. Nous, hommes et femmes laboureurs, demeurant au porche de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit de dire tous les jours un Pater Noster et un Ave Maria en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. De retour au XIIIe siècle, allons rencontrer Philippe le Bel. Le 11e roi capétien est sévère et autoritaire. Monté sur le trône en 1285, Philippe le Bel veut une monarchie centralisée. Cette idée l'obsède. Il veut réunir entre ses mains tous les pouvoirs. Ses aïeux ont inventé la monarchie de droit divin. Il exige, lui, une monarchie plus absolue. Et l'ordre du Temple lui fait de l'ombre. Sa solution, abattre la plus riche et la plus puissante congrégation religieuse. Le vendredi 13 octobre 1307, à l'aube, les hommes du roi encerclent l'enclos du Temple, un ensemble construit sur des marais asséchés de la rive droite. Les Templiers forment un ordre militaire religieux soumis à la seule juridiction du pape. Ils bénéficient d'importants privilèges. Et le roi ne supporte pas leur indépendance, ni que l'on conteste son autorité. 138 Templiers sont accusés d'hérésie, arrêtés et leurs biens confisqués. Chacun sait que le vendredi 13 porte malheur. Après 7 ans d'enquête, de procès, de tortures menées par l'Inquisition, Jacques de Molay, grand maître du Temple, et 3 autres dignitaires sont extraits de leurs cellules. Ils sont traînés sur le parvis de Notre-Dame pour entendre leur sentence. À la vue de ces prisonniers détruits par 7 ans d'humiliation et de supplice, la foule laisse échapper un long murmure de compassion. Les juges, eux, condamnent les accusés à la prison à perpétuité. À ce moment, Jacques de Molay, dans un sursaut de fierté, s'adresse au peuple de Paris. Il clame son innocence. Il n'a pas renié le Christ, ni craché sur la croix. Ses aveux ont été extorqués. Il n'est coupable que de fausses confessions. Un autre Templier, Hugues de Perrot, le suit et renie ses aveux. Les Parisiens n'aiment pas qu'on les trompe, ni qu'on leur mente. Les cardinaux sentent le danger et se hâtent d'en finir. On remet les accusés au prévôt du roi et qu'il se débrouille avec la sentence. Lié au poteau, Jacques de Molay demande à être tourné vers la cathédrale Notre-Dame. Il veut mourir en confiant son âme à Dieu. Le maître des Templiers lance alors une malédiction à ses persécuteurs. Dieu sait qui a tort et qui a péché, et le malheur s'abattra bientôt sur ceux qui nous condamnent à tort. Dieu vengera notre mort, et ceux qui nous sont contraires auront à souffrir. Jacques de Molay est brûlé vif sur l'île aux Juifs, face au palais de la Cité. Mais sa malédiction lui survivra. Les rois maudits, ça vous dit quelque chose? Le roi Philippe le Bel succombe à une chute de cheval 8 mois plus tard. Il laisse le royaume sans héritier. 14 ans après, la lignée royale des Capétiens s'éteint complètement. L'ordre des Templiers a disparu au XIVe siècle, mais en 1667, alors qu'on construit de nouvelles maisons pour des artisans, les pioches des ouvriers rencontrent des vestiges. Ce sont les restes des murailles de l'enclos du Temple, la plus grande commanderie de France des Templiers.
À l'époque, elle comprend un donjon de 50 mètres de haut, la tour du temple, une église et des bâtiments annexes. Au XVIIe siècle, on y construit un palais pour le grand prieur, dont il ne reste hélas rien de nos jours. Par la suite, pendant la Révolution française, la tour du temple est transformée en prison. Louis XVI et sa famille y seront incarcérés en 1792 et 1793. Et le petit Louis XVII y mourra. Louis XVI ne quittera la tour du temple que pour se rendre à l'échafaud le 21 janvier 1793. Et Marie-Antoinette pour la prison de la Conciergerie avant de subir le même sort que son époux. Napoléon fera détruire la tour début 19e siècle. Quant à l'église du Temple, elle est vendue en 1796 à un particulier qui l'a fait raser. De l'ensemble fortifié du XIIIe siècle, il ne reste donc qu'une tour, au 73 rue Charlot, dissimulée entre les pans d'un bâtiment vétuste. Mais la fin tragique des Templiers ne porte pas bonheur aux Capétiens. À la mort sans descendance du dernier des Capétiens directs, Charles IV, un interminable conflit entre la France et l'Angleterre va éclater. Alors commence la guerre de 100 ans, qui en fait va en durer 116 avec les Anglais. La France va devoir en plus faire face à un autre fléau, la peste. Et tous ces malheurs aboutissent à la terrible défaite de Poitiers le 19 septembre 1356, où le nouveau roi de France, Jean le Bon, est fait prisonnier par les Anglais. À Paris, le prévôt des marchands, Étienne Marcel, prend les choses en main. Il est urgent de renforcer les défenses de la ville, car on craint une attaque. Tout cela, évidemment, coûte très cher. Alors le prévôt instaure une nouvelle taxe sur les boissons. Désormais, quand on vide un flacon de vin ou un pichet de bière, c'est la défense de Paris qu'on finance. Mais encore faut-il une armée pour tenir la ville. Étienne Marcel lève une garde civile, prête à faire feu sur l'ennemi anglais. Pourtant, au palais de la Cité, le dauphin Charles, âgé de 18 ans, assure la régence pendant que son père est prisonnier à Londres. Mais Étienne Marcel, prévôt des marchands, le trouve peu efficace. Alors, il réunit 3000 hommes, armés, à quelques pas de la Sainte-Chapelle. Le prévôt leur parle de Paris. Paris, que l'on s'apprête à livrer à des bandes voraces de gueux, prêts à faire main basse sur ses richesses. Que font les soldats du dauphin contre ces brigands? Que fait le dauphin pour vaincre la misère de la ville? Galvanisés par ces paroles, les Parisiens laissent éclater leur fureur. La foule traverse la rue et se rend au palais de la Cité. Entouré de quelques hommes, le prévôt force la porte des appartements du dauphin. Étienne Marcel reproche au fils du roi de ne rien faire pour maintenir l'ordre. Charles répond que ceux qui disposent des finances, c'est-à-dire le prévôt, doivent prendre leurs responsabilités. Sire, vous ne risquez rien, dit Étienne Marcel. Mes hommes sont bienveillants, car ils sont venus pour votre profit. En prononçant ces mots, Étienne Marcel retire son bonnet bleu et rouge, les couleurs de Paris, et en coiffe le dauphin, signe de la protection accordée par la ville au jeune prince. Et puis, eh bien rien. La révolte n'est pas une révolution. Sans théoriciens, sans doctrine, sans projet, la colère mène à une impasse. Éblouis par leur propre audace, le prévôt et ses hommes se hâtent de quitter le palais pour aller pavoiser avec leurs partisans. Le lendemain de ces événements, se tient une assemblée au couvent des Augustins, au bord de la Seine sur la rive gauche. Étienne Marcel réunit les gens de la bourgeoisie, du clergé et de l'université. Le maire de Paris défend un système de monarchie contrôlé par les États généraux. Des assemblées qui regroupent les trois ordres, le peuple, nommé le tiers-état, le clergé et la noblesse. Ensemble, ils sont chargés de délibérer sur la guerre et les finances. En clair, Étienne Marcel instaure son pouvoir total sur Paris. Que de changements survenus depuis Philippe le Bel. Pour marquer d'un symbole fort sa puissance, Philippe le Bel a transformé le palais de la Cité, l'a agrandi et remodelé. Le roi a créé une muraille le long du fleuve. Cette enceinte n'a pas une véritable fonction défensive. Elle se dresse plutôt comme l'expression de la force et de la grandeur royale. Mais le XIVe siècle a été cruel pour les rois. On le sait maintenant. C'est de Paris que monte la colère. C'est de Paris que vient la contestation.